vous sachiez sur la Nièvre quelle est un petit peu la taille de l'organisme. Et puis on va rentrer assez rapidement dans le vif du sujet sur la question autour du handicap et notamment la prestation d'adultes, l'allocation d'adultes handicapés. Donc, en quelques mots, nous avons 120 salariés sur le département de la Nièvre qui traitent les prestations, qu'elles soient légales ou les aides financières en action sociale pour le compte du département, mais également pour le compte d'autres CAF dans le cadre d'entraide ou de mutualisation d'activités. Donc, on verse des prestations pour plus de 36 000 allocataires, presque 37 000, donc sur le département. Là, on est sur des chiffres 2022, avec des versements de prestations légales qui représentaient plus de 240 millions d'euros et des aides financières en action sociale, donc versées plus généralement aux partenaires, mais ça peut être aussi sur des versements individuels, notamment sur des aides dans l'accompagnement social à hauteur de plus de 19 millions d'euros. Ce qui est un chiffre intéressant, c'est que 40% de la population totale du département est couverte par une aide ou une prestation dans le département. Donc, bien entendu, sur un nombre d'allocataires, on peut avoir plusieurs bénéficiaires, puisque un allocataire, c'est en fait un foyer qui peut avoir un ou plusieurs individus à l'intérieur. Et puis, eh bien, pour 6 300 allocataires, les seules ressources que l'on verse, les seules ressources qu'ils ont plutôt, ce sont des prestations versées par la CAF. En précision sur l'organisation sécurité sociale, donc la caisse d'allocation familiale fait partie donc du réseau de la famille, la branche famille, qu'on appelle ainsi dans le régime général. Et donc, nous sommes plusieurs acteurs au sein de la sécurité sociale qui a vocation, de manière plus généraliste, à couvrir les risques sociaux qui peuvent impacter la population. Donc, on a le risque famille, mais on a aussi le risque autonomie, perte d'autonomie plutôt, qui a été identifié avec la branche autonomie et le pilotage par la CNSA. On a aussi le risque vieillesse avec la branche retraite. La branche recouvrement qui, elle, sert avec les URSSAF à recouvrer toutes les cotisations sociales qui permet ensuite de financer des actions des autres branches de la sécurité sociale. Et puis la branche maladie avec les CPAM que vous connaissez certainement et son rôle autour des risques professionnels et des maladies professionnelles qui est partagé entre les CARSAT et les CPAM. Donc ça, c'est le régime général. Dans la sécurité sociale, vous retrouvez aussi le régime agricole avec les MSA. Et puis, vous avez d'autres régimes spéciaux qui sont également en fonctionnement du type le régime pour les cheminots, pour les officiers de culte, les officiers de marine aussi. Enfin, voilà, il y a d'autres régimes un peu plus spécifiques qui vivent aussi au sein de la sécurité sociale. Alors, plus précisément, sur les prestations versées par les caisses d'allocation familiale, alors on ne va pas toutes vous les présenter, bien entendu, mais le but, c'est que vous ayez une vision globale des choses parce qu'on sait qu'il existe beaucoup de prestations, beaucoup de dispositifs et qu'ils ne sont pas tous connus. Mais voilà, ils gagnent à être connus parce que ça peut aider vos publics, notamment, à mobiliser des droits. Donc, tout ce qui est autour de la famille, déjà, tout ce qui est allocation familiale, complément familial, la prestation d'accueil du jeune enfant qui permet de prendre en charge finalement des charges liées, les coûts qui sont liés finalement à la famille, et puis l'allocation de rentrée scolaire. Plus précisément dans les événements familiaux, alors il y a une nouvelle aide qui existe depuis fin 2023, qui est l'aide aux victimes de violences conjugales. Mais on a aussi l'allocation de soutien familial en cas de séparation et d'impossibilité pour un parent de verser une pension alimentaire ou alors s'il y a aussi absence d'un parent ou des deux parents. Donc voilà, il y a cette allocation de soutien familial pour l'entretien des enfants et puis l'allocation de décès d'enfants qui peut être versée également pour un décès d'enfant jusqu'à 25 ans.
Dans la partie logement, vous avez eh bien l'aide au logement, donc c'est une prestation qui est extrêmement connue, mais qui est répartie entre différents types d'aides, mais en tout cas, voilà, on va les appeler les aides au logement. La prime de déménagement également, hein, qui est mise à disposition pour des familles en précarité. Et puis le prêt à l'amélioration de l'habitat qui existe de manière globale et qui existe également, pour les assistantes maternelles pour, aménager, leur logement aussi, en destination, d'accueil du jeune enfant. Dans la partie handicap, et maladie, eh bien, donc il y a l'allocation adulte handicapé, également l'allocation d'éducation d'enfants handicapés et puis, 2 prestations qui sont un petit peu moins connues, l'allocation journalière de présence parentale et l'allocation journalière de proche aidant. Sachant que ces 2 prestations sont gérées par la CAF de Nevers pour, 25 CAF de France, donc un quart du réseau. Donc voilà, on a vraiment développé une expertise sur, ces 2 prestations. Et puis pour finir, sur le champ de l'insertion et d'activité, eh bien, il y a le revenu de solidarité, active et puis, la prime d'activité destinée, aux travailleurs, heu, qui n'ont pas de ressources suffisantes. Donc toutes ces prestations, vous avez, le détail, qui va se retrouver dans le guide des prestations qui est en ligne. Et puis, vous avez, voilà, vous le savez ou je le rappelle en tout cas, qu'elles sont délivrées et bien entendu, en fonction d'une analyse de la situation, donc en fonction des ressources, en fonction, de la situation familiale, de la composition aussi, du foyer. Donc, voilà, chaque prestation a ses propres spécificités, ce qui est bien, expliqué dans le guide des prestations que vous pouvez retrouver en ligne et qui également se trouve, sur le CAF.fr. Je vous montre juste, à quoi ressemble le guide des prestations. S'ouvrir cette fois-ci. Voilà, donc dans le guide qui va s'afficher, donc il se feuillette. Il existe aussi en version papier, notamment il est disponible dans les magazines Vie de famille, et vous avez donc bon, alors là on a le sommaire, mais si on va, voilà, dans une fiche, une double page prestation, vous avez vraiment tout le détail de, à qui est destinée cette prestation, les conditions d'éligibilité, des exemples, de montant et puis voilà, les petites choses à noter pour être certain de pouvoir en bénéficier, et les démarches doivent être, effectuées pour réaliser enfin, pour obtenir, cette prestation. Donc voilà, ce guide est très complet, il est mis à jour tous les ans, puisque bien sûr les barèmes, changent, par décret, donc il est mis à jour, tous les ans et là, la dernière version, est en ligne sur le CAF.fr. Je reprends le partage de la fenêtre. Et on va, démarrer sur, plus précisément, l'allocation adulte, handicapé. Donc, je reprends la parole. Vous avez donc normalement à l'écran donc les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de l'allocation adulte handicapé. Donc, c'est un droit qui s'ouvre, il faut le savoir, à partir du mois suivant les 20 ans, parce que normalement, il y a l'AEH qui est là en cas de handicap sur des enfants donc, qui ont jusqu'à 20 ans. En sachant qu'il y a quand même quelques exceptions. Pour ouvrir un droit donc avant 20 ans, il faut soit percevoir une rémunération supérieure au montant du plafond de la rémunération pour les enfants à charge à partir d'un certain seuil de donc 55% du SMIC. En fait, les enfants ne peuvent plus être considérés à charge sur le dossier des parents. Donc, à partir du moment où ils ne peuvent plus être comptés à charge sur le dossier des parents, ils peuvent ouvrir un droit propre pour eux. Donc, s'ils reçoivent une rémunération supérieure. Si ils se marient, vivent maritalement ou ils sont signataires d'un pacte, donc dans ce cas-là, il y a création d'une nouvelle cellule familiale et donc ils ne peuvent plus être comptés à charge sur le dossier des parents. Si il devient locataire au titre d'une autre prestation, par exemple, s'il a un droit à l'aide au logement, il peut ouvrir donc le droit à l'allocation adulte handicapé. S'il vit seul et ne peut être considéré à charge d'aucun allocataire,
s'il fait l'objet d'une mesure de tutelle ou curatelle, sauf si c'est si c'est un tuteur du membre de la famille. Par contre, on ne peut pas ouvrir un droit avant 20 ans pour des ressortissants étrangers dont la famille réside à l'étranger et pour les enfants placés à l'ASE avec ou sans maintien des liens affectifs ou le bénéficiaire de l'allocation versée dans le cadre d'un contrat jeune majeur. Donc ça, c'est pour l'ouverture de droit. Et l'AH cesse à partir du moment où il y a une ouverture de droit, où le bénéficiaire atteint l'âge légal de la retraite pour les personnes qui ont un taux de handicap qui sont inférieurs à 80%. Par contre, pour les personnes qui ont un taux de handicap supérieur à 80%, ils peuvent avoir un complément d'AH en complément de leur pension retraite. À savoir que le taux de handicap, c'est la MDPH qui le détermine et en aucun cas la CAF n'a connaissance des conditions médicales. Nous, on a juste un taux de handicap qui est indiqué par la MDPH et un accord ou un refus. Donc, pour les demandeurs, pour les premiers demandeurs d'AH qui auraient dépassé l'âge légal de la retraite, s'il y a un taux de handicap qui est donc inférieur à 80%, il y aura un rejet administratif parce que du coup, on ne pourra pas verser de droits complémentaires. Par contre, si le taux de handicap est supérieur à 80%, si l'allocataire n'a pas fait ses démarches, on va lui laisser un délai de 3 mois pour faire valoir ses droits à pension vieillesse et à l'ASPA. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, à intervenir. Au niveau du droit de l'AH et de l'emploi. Donc, à savoir que l'AH est calculé de manière différente suivant la situation du bénéficiaire. Donc l'AH pour quelqu'un qui est en milieu protégé, dont une activité en milieu protégé, en ESAT, le calcul de l'AH en fait est fait à partir d'une évaluation forfaitaire des ressources. Donc ce qui va dire, ce qu'on va faire, c'est ne pas tenir compte en fait des revenus du bénéficiaire AH, mais par contre, on va prendre en compte le montant de l'aide au poste qu'on va multiplier par 12 pour avoir une base pour faire notre calcul de l'allocation adulte handicapé. Par contre, si le bénéficiaire AH est en ESAT depuis plus de 2 ans, on va prendre en compte ses ressources réelles. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc par contre, si notre bénéficiaire AH est en milieu ordinaire, c'est-à-dire en milieu non protégé, là, on va avoir un calcul qui va se faire tous les trimestres, comme pour le RSA ou la prime d'activité, si vous connaissez déjà. C'est-à-dire qu'on va partir sur un calcul avec des déclarations trimestrielles. Chaque trimestre, on va demander à la personne de déclarer ses revenus. Donc, c'est les personnes donc, qui sont salariées en milieu ordinaire, les travailleurs indépendants, qui soient micro-entrepreneurs ou pas, et pour les personnes qui ont double activité, ce qui est possible depuis quelque temps, ESAT et milieu ordinaire. Pour les autres personnes donc, qui seraient sans activité ou sans activité ou éventuellement qui seraient bénéficiaires de chômage, on prend les revenus de 2 ans auparavant. Donc actuellement, on est en 2024, on va prendre les ressources de l'année 2022. Voilà. Donc, pour les personnes qui sont en milieu ordinaire, on a un système d'intéressement qui a été mis en place depuis quelques années déjà, qui s'appelle donc le cumul intégral et le cumul partiel. Donc en fait, toute reprise d'activité en milieu ordinaire, mais nouvelle reprise d'activité, va permettre en fait de pouvoir cumuler le montant de l'AH avec les revenus pendant 6 mois maximum, sans avoir ça peut être, on peut avoir un cumul d'AH taux plein plus les revenus d'activité.
mais il ne faut pas en avoir bénéficié dans les 12 derniers mois. Et c'est 6 mois maximum, parce que si on a déjà eu dans les 12 derniers mois un petit peu de cumul intégral, on ne pourra pas avoir la totalité. Si on est arrivé à la fin du cumul intégral, alors il y a des exemples de fin de cumul, donc forcément au bout des 6 mois, si il y a une fin d'activité, si on a quelqu'un qui a repris une activité le 1er mars et le 30 juin il est sans activité, le cumul intégral forcément s'arrête et on va partir plus sur une neutralisation de ses revenus. Donc il y aura un autre calcul qui se fera. Par contre, donc s'il n'a pas du tout la possibilité d'avoir un cumul intégral, ou après ce cumul intégral où il aura bénéficié, il pourra basculer sur du cumul partiel. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte une partie de ses revenus, mais pas la totalité. Et là, on vous a mis des exemples parce que c'est assez... on est très barème dans la CAF. Donc, ce cumul partiel, en fait, s'applique sur des tranches, un peu comme au niveau des impôts pour le calcul des impôts sur le revenu. Donc, ce qui veut dire que si la personne gagne 5 000 € à partir de janvier 2024, on va prendre que 80% de ces 5 000 € pour le calcul de son AH. Ça veut dire qu'on fait on rogne beaucoup ses revenus pour mettre en place en fait ce système d'intéressement. Donc vous voyez qu'à partir de janvier 2024, tous les revenus qui sont inférieurs ou égaux à 6 361, il va y avoir un abattement de 80%, et tous les revenus qui seront supérieurs à 6 362, on appliquera un abattement de 40%. Ce qui fait qu'on peut avoir des gens qui travaillent et qui ont des bons revenus, qui ont des revenus confortables et qui en plus bénéficient de la hache en fonction de leur situation familiale. Est-ce que c'est bon pour vous le cumul intégral puis cumul partiel? J'ai une question, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Alors, en fait, est-ce qu'un statut de stagiaire de la formation est considéré comme une reprise d'activité? Et Alors, le calcul est le même? normalement, s'il n'est pas versé par Pôle emploi, c'est-à-dire stagiaire formation professionnelle, oui, il est considéré comme une reprise d'emploi. Alors, ben, ça peut être versé soit par Pôle emploi, enfin, c'est le mince, c'est pas c'est plus le CNASEA, mais c'est L'ASP. l'ASP, voilà. Oui, C'est l'ASP. l'ASP. Oui, oui, c'est parce que normalement, au niveau des impôts, c'est bien déclaré comme du salaire, il me semble. L'ASP. Non. Il me semble que c'est déclarable, c'est imposable. Oui. 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 Ok. D'autres questions? Eh bien, je passe à la suite. Donc, comment accompagner l'usager pour bien déclarer? Alors, il faut savoir en fait que toute modification peut entraîner des recalculs de droits, et que ce soit l'AH ou les autres prestations. Donc, tout ce qui est situation familiale, l'arrivée d'enfants, départ d'enfants, éventuellement changement d'activité des enfants, ça on a souvent le cas où on oublie de dire que les enfants sont rentrés dans la vie active et maintenant gagnent un salaire tous les mois. Dans ce cas-là, ça peut avoir un impact sur le droit. Donc il faut tout ce qui peut être amené à changer, il faut le signaler le plus rapidement possible pour éviter justement qu'on verse des droits et après réclamer et faire des indus. Donc, même si on a un nouveau calcul depuis novembre 2023, l'âge peut être déconjugalisé si c'est plus avantageux pour nos allocataires. Il faut quand même que s'il y a une vie maritale, qu'elle soit déclarée. Effectivement, le calcul, si en déconjugalisation, de toute manière, si c'est une nouvelle vie maritale, ce sera de toute manière en déconjugalisation, donc on ne tiendra pas en compte les revenus du conjoint, mais il faut que ces situations soient déclarées à la CAF.
Notamment pour les autres droits, pour le calcul des autres droits. Les situations professionnelles, idem, les revenus, idem, et éventuellement les revenus du conjoint, même si non déconjugalisés, parce que pour les autres droits, effectivement, nous, on en a besoin. Pour d'autres, pour le quotient familial, on en a besoin. Donc, il faut bien déclarer. Une autre petit point d'alerte, la résidence en France. Il faut savoir que l'AAH s'arrête si il y a des séjours à l'étranger supérieurs à 3 mois. Alors, certaines personnes on a des surprises des fois. Il faut bien être sur le territoire plus de 9 mois pour pouvoir avoir droit à l'AAH. On ne peut pas résider 6 mois par an à l'étranger et continuer à percevoir l'AAH. Alors, on revient sur un petit peu plus précisément comment est calculée l'AAH. Alors, on l'a dit, je vous l'ai dit avant, en cas d'activité en milieu ordinaire, donc on est sur un calcul trimestriel. Donc, si vous connaissez un petit peu le RSA et la PPA, c'est quasiment les mêmes déclarations. Donc, tous les 3 mois, le bénéficiaire d'AAH va déclarer ses revenus, éventuellement donc ceux de son conjoint. Par contre, on va le dire plus loin, c'est des revenus imposables, ce qui est différent de la prime d'activité ou du RSA, où là, on est sur du déclaration du montant net social depuis le 1er janvier 2024, et avant, on était au net payé. Donc, si l'allocataire fait ses démarches sur le CAF.fr, il faut qu'il confirme ou modifie son profil en fonction de s'il y a eu un déménagement, s'il y a eu une modification de sa situation familiale, professionnelle. Donc, à chaque déclaration, il doit nous confirmer ou modifier son profil pour justement voir si on doit recalculer ses droits. Et donc, compléter sa déclaration trimestrielle de ressources. Par contre, pour les autres bénéficiaires d'AAH, ils vont faire une déclaration annuelle. Donc, si je vous rappelle que s'ils font une déclaration au niveau des impôts et qu'ils sont connus dans nos fichiers, il y a un échange avec la DGFiP qui est fait et on récupère directement auprès de la DGFiP leurs revenus. Par contre, il arrive que pour certaines personnes, soit ils n'aient pas fait de déclaration au niveau des impôts, soit ils ne sont pas trouvés. Donc, dans ce cas-là, on est obligé de réclamer à l'allocataire ses ressources. Donc, toujours pour l'allocation adulte handicapé, c'est les ressources imposables des membres du foyer. OK? Donc, les prises en compte des ressources perçues donc sur les 3 derniers mois ou annuellement, si on est sur de l'annuel, c'est les salaires, les formations rémunérées, les revenus de travailleurs indépendants pour les auto-entrepreneurs, les revenus de stage, d'apprentissage, mais la partie imposable, les indemnités chômage, les IJ maladie, accidents du travail, maladie longue durée, les pensions alimentaires, les pensions d'invalidité, les pensions vieillesse. Donc, toujours en net imposable. Et la seule exception, on va dire, c'est les indemnités journalières d'accident du travail et maladie professionnelle qui doivent être déclarées en totalité, même si elles sont imposables qu'à 50%. C'est bon pour vous? Alors, je continue. Au niveau donc de la subsidiarité. Donc, en fait, l'AAH, comme le RSA, en fait, est un minima social. Donc, on demande en fait aux bénéficiaires d'AAH de faire valoir tous ses droits avant, on va dire, de verser l'AAH. Donc, s'il peut prétendre à la validité, à la retraite, à l'allocation supplémentaire d'invalidité, on va lui demander de faire ses démarches. Et potentiellement, si il se soustrait à ses obligations, on peut être amené à suspendre le versement de l'AAH. Comme on l'a dit avant, tout changement de situation ou ouverture de droit doit être communiqué à la CAF, donc que ce soit éventuellement aussi les ouvertures de droit à pension de reversion,
de rente accident du travail, de changement de catégorie de pension d'invalidité, tout ça peut avoir un impact sur le droit à l'AH. On a quand même des maintiens de droit au niveau de l'AH, parce que comme on l'a dit précédemment, donc c'est un minima social, donc on ne peut pas laisser les gens sans rien, surtout s'ils ont fait leur démarche. Donc il y a des maintiens de droit en cas de, par exemple, de décision tardive de la CDAPH. On sait que notre CDAPH a un certain délai donc, pour instruire les demandes de renouvellement AH. Donc, quand la locataire, quand notre bénéficiaire AH a déjà déposé sa demande auprès de la CDAPH avant la fin de son accord et en attendant la décision, on va continuer à maintenir le paiement de son AH sous forme d'avance. Et après, quand on recevra la décision de la CDAPH, donc soit on espère dans la plupart des cas, on a un accord et du coup, on rentre l'accord et le paiement de la hache est bien un droit et plus une avance. Soit on a un refus et dans ce cas-là, on peut éventuellement être amené à demander les versements perçus à titre d'avance de la hache. Je vous rassure, c'est quand même assez rare quand même que on ait des refus après des accords. J'ai une question Dites-moi. par rapport à ça. En fait, cette avance, si la hache n'a pas été renouvelée à temps, est-ce que cette avance, elle est faite automatiquement ou la personne doit vous solliciter? Alors, en fait, nous, on a un échange avec la MDPH. Oui, Normalement, donc, nos allocataires reçoivent, alors je sais plus si c'est 6 mois ou 3 mois avant la fin de leur accord, une alerte sur leur compte pour leur dire attention, votre accord est bientôt arrive à échéance. Il faut faire vos démarches auprès de la CDAPH pour renouveler votre droit. S'ils font leur démarche mais j'insiste bien, avant la fin de leur accord. Si leur accord se termine le 30 juin et ils déposent leur demande le 1er juillet à la CDAPH, il n'y aura pas de maintien. d'accord. Il faut bien qu'ils aient déposé avant la fin de leur accord leur demande de renouvellement auprès de la CDAPH. Dans ce cas-là, la CDAPH nous envoie un listing régulièrement en nous indiquant la date de dépôt du renouvellement et nous on maintient sans intervention de la locataire. Ok. Mais je vous pose cette question parce que justement, j'ai une personne qui est impactée par ça. En fait, c'est une personne fragile et puis elle n'a pas dû voir passer, elle n'a pas vu passer cette L'alerte. notification et puis du coup, ouais, l'alerte, voilà. Bon, je verrai directement avec la MDPH alors. Merci. Oui. Cette notification, ils la reçoivent sur leur compte CAF? Alors, je pense que oui. Après, je peux revérifier, mais normalement, oui, c'est un. Une situation pour mon collègue. Donc, j'imagine que soit la personne ne l'a pas vu, soit il l'a mal réceptionné. Oui. Normalement, c'est une mise à disposition d'un courrier ou d'une alerte sur le compte D'accord. CAF.fr. Ok, donc à revérifier de notre côté. Merci. Oui, oui. Après, si on arrive à des difficultés vraiment parce que c'est le seul revenu, on peut se mettre en relation avec la MDPH pour voir si on peut passer le dossier en urgence. Ça nous arrive parfois. Oui, oui. Oui, on peut les solliciter aussi, nous, de notre côté, Oui. enfin, par rapport à ça. C'est vrai qu'après, il y a certaines situations, on va dire, où les dossiers sont connus. Il n'y a pas, des fois pas forcément besoin de. Ils ont déjà le dossier complété par le médecin. Donc, des fois, ils peuvent passer, on va dire, des dossiers un peu plus rapidement que Oui, dans la oui. pile classique. Ouais. Ok. Alors, on a également un maintien de droit en cas de non-retour de la DTR. Donc, je vous disais, donc tous les 3 mois, donc, on va demander à notre bénéficiaire âge de faire leur déclaration pour pouvoir calculer son droit à la hache, en sachant qu'il y a une avance qui est versée là automatiquement pendant 2 mois, mais par contre égale à 50% du montant de la dernière mensualité.
Au cas où il y aurait des retards, donc on a mis en place ce système. Ça permet de laisser un petit délai quand même pour faire ces déclarations. Par contre, au bout du 3e mois, si on n'a toujours pas réceptionné la déclaration trimestrielle, on mettra en indu les 2 avances avant. Et on a également un maintien de droit jusqu'à la liquidation de la retraite. Si, pareil que pour la MDPH, si on a bien réceptionné le récépissé du dépôt de demande de pension qui a été déposé avant l'âge légal de la retraite. Et petite question, effectivement, vous disiez tout à l'heure que l'AH cessait à partir du moment où la personne partait en retraite. Alors nous, on avait l'information de 62 ans. Est-ce que vous confirmez que pour les bénéficiaires de l'AH, c'est 62 ans, du coup, l'arrêt de l'AH, au-delà entre 50 et 79, hein? Oui. Oui. Oui, oui. Et la personne aura sa retraite à taux plein, le cas échéant? Normalement, il y a une étude du fait qu'ils aient eu un droit à l'AH avant. Ils ont alors, je ne suis pas spécialiste CARSAT, mais normalement, ils ont justement une pension à taux plein du fait de leur handicap. D'accord, donc oui, ok, pour incapacité, du coup. Voilà. Ok, merci. Ils n'ont pas la même décote que pour les personnes sans porteuse de handicap qui seraient obligées d'aller jusqu'à 67. Ouais, par rapport au trimestre manquant. Ok, merci. Donc, par contre, même s'ils ont un taux inférieur à 80% et qu'ils ont déposé leur récépissé en temps et en heure, normalement, alors je vous dis là sous réserve parce que c'est vrai qu'avec la liquidation automatique de la retraite, je suis un petit peu moins performante sur ce point-là, mais normalement, s'ils ont bien fait leur démarche, nous, on va continuer à maintenir le paiement de l'AH dans l'attente du versement de la retraite. Et après, il y a un système de subrogation qui se met en place, c'est-à-dire que la CARSAT, dans la plupart des cas, c'est la CARSAT, va nous indiquer, par exemple, 2 ou 3 mois après l'âge légal de la retraite, qu'ils ont une certaine somme à disposition en rappel de pension vieillesse. Ils savent qu'on a versé le montant de la hache et du coup, ils vont nous demander si on veut récupérer une partie de cette avance qu'on a faite à la locataire. Donc, c'est le petit encadré que vous avez sur le côté, donc le cas de subrogation en partenariat avec d'autres organismes. Donc, on a des cas de subrogation avec France Travail. Parce que vous savez peut-être que l'AH n'est pas cumulable avec l'allocation de solidarité spécifique. Alors, en cas d'ouverture de droit à l'ASS ou en cas d'ouverture de droit à l'AH depuis une certaine date. Et donc, dans ce cas-là, si la personne, notre nouveau bénéficiaire AH, par exemple, on ouvre un droit à l'AH aujourd'hui, en sachant qu'il avait déposé sa demande du coup il y a 3-4 mois. Il a perçu l'ASS pendant ces 3-4 mois. Nous, on ne va pas lui verser tout le rappel d'AH, mais on va dire à France Travail, on a de l'AH pour un montant de, je ne sais pas, 1 000 € par exemple. Est-ce que vous voulez vous rembourser pour rembourser l'ASS, est-ce que vous voulez un certain montant? Et soit il y a eu un indu réel à la locataire auprès de France Travail et du coup, nous, on va verser la totalité du rappel donc à notre bénéficiaire AH. Soit on verse une partie à France Travail et il en reste et on reverse à notre allocataire. Soit on reverse tout à France Travail et du coup, il n'y aura pas de rappel auprès de la locataire, mais après, tous les mois, il aura son paiement. On est vraiment sur le versement du juste droit. Finalement, quel que soit l'opérateur, le but, c'est de ne pas avoir de rupture de droit. Mais voilà, entre opérateurs, et bien sûr, on va rééquilibrer nos comptes, entre guillemets, pour que le montant versé soit juste. Également, donc, on a la CPAM, pareil, en cas d'ouverture de droit à pension d'invalidité ou d'ASI, qui est sur le même principe
nous envoient un document pour nous indiquer qu'ils ont une somme en rappel. C'est bon pour vous? Ok. Alors, un petit point sur la déconjugalisation AH. Alors, c'est donc un nouveau système qui s'est mis en place depuis donc, octobre 2023, qui permet en fait à la personne bénéficiaire d'AH d'être moins dépendant de son conjoint. Parce qu'il est vrai que le système jusqu'à présent, c'était de calculer donc le montant de l'AH en fonction effectivement de la composition familiale, mais également des ressources du conjoint. Donc une personne qui sera en situation de handicap et qui ne travaillerait pas est pénalisée entre guillemets sur le fait que son conjoint ait une activité salariée. Et du coup, certains bénéficiaires d'AH n'avaient pas de droit en raison des ressources de leur conjoint. Donc à partir d'octobre 2023, donc pour toutes les personnes qui étaient déjà bénéficiaires d'AH, en octobre 2023, en fait, on a fait un calcul pour voir s'il était plus avantageux de rester dans un système d'AH calculé comme ça a toujours été en couple, ou de basculer sur un calcul déconjugalisé. Et toutes les personnes où il était plus favorable de rester en fait dans un calcul en couple sont restés en calcul couple, et tous les autres ont basculé dans la déconjugalisation. Par contre, pour les nouveaux bénéficiaires AH en couple, on va automatiquement passer sur de la déconjugalisation. Que ce soit plus avantageux ou moins avantageux, on ne fera pas le double calcul, ce sera directement de l'AH déconjugalisé. C'est bon pour vous? C'est bon. Il y avait une question? Donc, ce qui change pour les couples ayant basculé dans la déconjugalisation, donc les ressources retenues sont uniquement celles du bénéficiaire AH. Le conjoint n'est pas pris en compte dans le plafond de ressources. Donc, au lieu de prendre un plafond couple, on va prendre un plafond isolé. Et le droit sera calculé, y compris en l'absence des ressources du conjoint. Parce qu'effectivement, dans ce cas-là, on n'a pas forcément besoin des ressources pour calculer l'AH, mais en sachant qu'on préfère vous dire que c'est mieux de les avoir, même si on n'en tient pas compte, pour tout le reste des prestations ou des aides qu'on peut avoir sur le dossier. Donc, ce qui ne change pas avec la déconjugalisation, donc les ressources du conjoint restent nécessaires, comme je vous le disais. Donc, pour les autres prestations, le calcul de l'abattement pour personnes âgées, personnes invalides, le quotient familial et le plan de recouvrement personnalisé, donc en cas de créance. Il y a quand il y a un trop perçu sur un dossier, il y a un plan de recouvrement personnalisé qui est calculé en fonction des ressources du foyer et qui permet d'appliquer en fait une retenue adaptée en fait en fonction du foyer. Donc les règles de calcul ne changent pas, les conditions d'éligibilité ne changent pas. La détermination des plafonds de ressources en fonction des enfants à charge au sens des prestations familiales ne change pas aussi. Et les modalités de paiement, pareil. C'est bon? Pas de questions? Je continue. Alors, quel impact sur la gestion des ressources du conjoint? Donc, les ressources du conjoint, qu'elles soient annuelles ou trimestrielles, puisqu'on peut avoir les deux cas, ne seront pas utilisées pour le calcul de l'AH dès lors que le bénéficiaire ouvre droit au dispositif déconjugalisé. Même si on les indique sur notre déclaration trimestrielle ou notre déclaration annuelle, on ne les prendra pas en compte dans le calcul. Donc, on redit quand même que les ressources sont demandées pour tous les bénéficiaires en couple, qu'ils soient déconjugalisés ou conjugalisés, parce qu'on en a besoin. Et en cas de calcul déconjugalisé, les ressources du conjoint restent indispensables, comme on l'a vu précédemment pour le calcul des autres prestations et compagnie.
Un petit point sur le bénéficiaire AH a cependant la possibilité, s'il le souhaite, de refuser de communiquer les ressources de son conjoint. C'est tout à fait son droit. Il sera informé de cette possibilité et des conséquences de ce choix lors de la déclaration de ses ressources via mon compte. Cependant, ce refus n'aura aucun impact sur son droit à l'AH. Son droit à l'AH pourra être calculé quand même. Par contre, tout le reste ne pourra pas être calculé. Un petit focus sur la prime d'activité. Parce que si nos bénéficiaires AH donc, ont une activité professionnelle, du coup, ils peuvent avoir un droit à la prime d'activité. Peut-être que vous connaissez déjà, mais donc les mêmes conditions, entre guillemets, qu'on a vues précédemment, c'est-à-dire qu'il faut bien déclarer tous les changements de situation et que tout a un impact au niveau de la CAF. Donc, pour le calcul de la prime d'activité, on va prendre en compte donc, la situation familiale. Pareil, la résidence en France, la situation professionnelle et les revenus du foyer. Et là, attention, parce qu'on va être en montant net social. Contrairement aux déclarations trimestrielles AH où on est sur du net imposable. Et là, on déclare tout. Donc les salaires, les revenus de travailleurs indépendants, les revenus de stage, les rentes accidents du travail, même ce qui n'est pas imposable. Et donc tous les 3 mois, on fait notre déclaration trimestrielle pour calculer la prime d'activité et on réexamine tous les 3 mois. Pareil que pour l'AH, on va demander à notre allocataire de confirmer ou de modifier sa situation professionnelle parce que tout, comme vous l'avez vu, peut avoir un impact. Et après, il peut donc compléter sa déclaration trimestrielle de ressources sur le CAF.fr ou l'appli mobile. C'est bon pour vous? Peut-être plus au point sur l'activité. Plus répondu. Donc, doit déclarer l'usager. Donc, toutes les ressources des membres de son foyer. Attention, là, on est allocataire, conjoint, enfant, autre. C'est pas comme l'AH où on n'a que notre allocataire et son conjoint ou éventuellement que le bénéficiaire AH s'il ne veut pas donner les ressources de son conjoint. Là, c'est tout le foyer. Il y a une question. Quelqu'un a levé la main. Oui, c'est Madame Perrier de la FOL, vous m'entendez? Oui. Oui, je me demandais dans la prime d'activité et puis sous d'autres, peut-être sur d'autres prestations, quand les gens reçoivent soit le bénéfice d'un contrat d'assurance vie ou une succession, etc., est-ce que ça se déclare? Alors, alors, au niveau de l'âge, normalement, on déclare ce qui est imposable. Donc, je crois qu'il y a une partie, il faudrait voir comment ça se déclare au niveau des impôts. Par contre, en prime d'activité, il me semble que... alors, en prime d'activité, peut-être pas, c'est plus en RSA, je crois. En RSA, je suis quasiment sûre. Par contre, oui. Pour la prime d'activité, toutes les ressources se déclarent. Après, sur ça, je ne sais pas en fait. Oui, là j'ai un doute. Eh ben, on va noter la question. Et puis on reviendra vers vous. D'accord, on vérifie. De rien. Je me permets également, j'en profite. Oui. Au niveau de la rémunération de formation, je reviens sur l'ASP. Est-ce que ça ouvre des droits à la prime d'activité? Oui. D'accord, donc c'est logique que ça baisse effectivement pour certains, par exemple les droits au logement ou ce genre de choses. Ah oui. Ok, d'accord. Donc je comprends un peu mieux le fonctionnement. Merci. De rien. Donc oui, alors là, ce sera toutes les ressources, y compris celles qui sont non imposables. Et donc, toutes les ressources perçues sur les 3 derniers mois. Alors, c'est bien les mois de perception. Alors que c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais on est toujours à chaque fois sur des mois de perception. C'est-à-dire que si souvent on a le cas pour des gens qui sont en intérim, ils travaillent en juin, mais ils sont payés au mois de juillet. Il faut bien déclarer sur le mois de juillet. Alors que ce soit en AH ou en PPA ou en RSA. On est toujours à chaque fois en mois de perception.
Donc salaire, formation rémunérée, indemnité chômage, IJ, pension alimentaire, pension vieillesse, tout. Donc actuellement, donc depuis janvier 2024, on est sur un montant net social, donc ce qui permet normalement de simplifier les déclarations, parce que le problème du net payé comme avant, c'est que des fois on oubliait certaines choses. Alors, les acomptes, par exemple, les retenues pour prêt, les saisies sur salaire, entre autres, ça c'était souvent ce qu'on a pu constater comme erreur. Après, c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui sont à prendre ou pas à prendre que même au niveau de nos gestionnaires conseils qui traitent, ont des fois parfois des doutes. Et alors, je pense à nos pauvres allocataires qui devaient savoir que leurs primes de crèche, il fallait les déduire de leurs revenus. Je ne suis pas sûre que la plupart de nos allocataires déduisaient ou rajoutaient ce qu'il fallait ou pas. Donc, le montant net social va être sur ce point facilitant pour les déclarations trimestrielles. Un petit focus sur l'aide les aides au logement, que ce soit l'APL, l'allocation logement social ou l'allocation logement familial. Donc, comment bien déclarer? Alors, depuis la réforme de l'aide au logement, on a un calcul un petit peu plus complexe, on va dire, mais plus actuel aussi. Donc déjà, pour avoir un droit à l'aide au logement, il faut occuper un logement au titre de sa résidence principale, qui soit donc nu ou meublé. Ça peut être également un foyer, ça peut être un hôtel ou une résidence universitaire. On a également, en cas de personnes âgées ou handicapées, la possibilité d'ouvrir un droit pour un hébergement non gratuitement, hébergement donc en famille d'accueil chez des particuliers agréés, en foyer, en maison de retraite, voire en unité de soins longue durée. Donc, il faut avoir la charge de logement, donc il faut payer quelque chose, que ce soit un loyer ou un remboursement de prêt sous condition. Le propriétaire du logement ne doit ni être un ascendant ni un descendant d'un des locataires. Ce lien de parenté, en fait, ferme toute possibilité à une ouverture de droit à l'aide au logement. Le logement donc occupé doit être un logement décent, avec un confort minimum, avec des surfaces minimum suivant le nombre de personnes pour ne pas être en surpeuplement. Et donc, elles sont indiquées juste ici, 9 mètres carrés pour une personne seule, 16 mètres carrés pour 2 personnes, et à chaque fois on rajoute 9 mètres carrés pour les personnes supplémentaires. Donc, comment est calculée l'aide au logement actuellement? Donc, les aides au logement sont calculées sur une base de ressources annuelle, même si elle glisse. Donc, elle est lissée sur 12 mois glissants et actualisée tous les trimestres. Normalement, c'est transparent pour nos allocataires et ces ressources ne doivent pas dépasser un certain montant. Ça n'a pas changé. Donc, en fait, les 12 mois glissants, ça va être sur les salaires, les revenus de substitution tels que les chômages, les indemnités maladie, les retraites, toutes ces choses-là. On va prendre également des revenus qui sont de l'année précédente, dans ce qui est pension alimentaire versée ou reçue, les frais réels, les frais de tutelle et la déclaration de patrimoine. Et les revenus de 2 années en arrière pour tout ce qui est revenus de travailleurs indépendants, les revenus fonciers et les dividendes. C'est simple. Donc, en fait, les revenus mensuels, la plupart du temps, que ce soit... alors, on a mis M-13 à M-2. C'est pour nos 12 mois, mais on ne peut pas avoir trop près de nous parce que sinon, on n'a pas les ressources qui remontent du DRM. Donc, on a en fait des échanges avec des plateformes qui nous permettent en fait de récupérer tout ce qui est déclaré par les employeurs. Par France Travail,
par la CPAM, par la CARSAT, voilà. Donc, tous ces revenus, en fait, sont déclarés sur les plateformes. Nous, on récupère ces montants. Quand on est sur 2 années en arrière pour les revenus de travailleurs indépendants, les revenus fonciers, les dividendes, normalement, on les récupère auprès de la DGFiP. Et par contre, tout ce qui est année précédente pour les pensions alimentaires versées, les frais réels, les frais de tutelle, là, on va être sur du déclaratif. C'est-à-dire qu'on va demander à nos allocataires de nous déclarer parce qu'ils n'auront pas encore fait leur déclaration de revenus auprès de la DGFiP. Est-ce que vous avez des questions sur ce que c'est clair? Ok, je continue. Donc, la demande d'aide au logement peut s'effectuer en ligne sur le CAF.fr. Dans certains cas, une attestation de loyer complétée par le bailleur va être réclamée pour pouvoir traiter cette demande, mais dans certains cas, elle peut être traitée sans l'attestation de loyer complétée par le bailleur. Dès sa demande, l'usager doit déclarer les bonnes informations, c'est quand même mieux. Tant qu'il occupe le logement, il doit veiller à toujours maintenir ces informations à jour, comme on vous l'a dit et comme on vous le répète, tout changement dans la vie peut impacter les droits. Et tout déménagement doit être déclaré immédiatement via le CAF.fr. Donc, on a marqué ce qui impacte le plus dans le calcul de l'aide au logement. Donc, l'adresse, forcément, les caractéristiques du logement, qui doit être occupé en tant que résidence principale, donc au moins 8 mois dans l'année civile, la situation de famille, le montant de la charge de logement et la situation professionnelle ainsi que les revenus du foyer. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok, je continue. Donc, les documents nécessaires pour le calcul de l'aide au logement. Donc, les demandes d'aide au logement doivent être réalisées en ligne via le CAF.fr, ce qui permet en fait d'avoir toutes les informations nécessaires au calcul. Potentiellement, ce qui nous arrive parfois quand c'est du papier, c'est qu'il manque certaines lignes ne sont pas complétées, il manque des informations et du coup, on ne peut pas enregistrer cette demande. Quand c'est fait en ligne, on a directement la confirmation du profil de l'allocataire qui nous sert en fait de déclaration de situation. Parce que si vous le faites papier, il nous faut la demande d'aide au logement, mais également la déclaration de situation pour être sûr que la situation n'a pas changé. Le RIB de l'allocataire si l'aide au logement est versée directement à l'allocataire ou le RIB du bailleur si c'est versé en tiers payant directement au bailleur, en sachant que la plupart de nos bailleurs sont connus et donc nous avons pour certains déjà leur RIB. Donc, potentiellement, des fois, on a déjà le RIB, on n'a pas besoin de revoir le RIB du bailleur. Donc, si la demande d'aide au logement est transmise au format papier, ce qui doit rester exceptionnel, elle devrait être accompagnée d'une attestation de loyer complétée par le bailleur. Dans ce cas-là, l'attestation de loyer est obligatoire. La ressource, donc les ressources des 13 derniers mois, donc son type de revenu est récupéré automatiquement via la BRM. Si la CAF ne les a pas en sa possession, les revenus seront demandés par le technicien qui traite la demande. Et donc, il nous faudra éventuellement aussi les ressources 2 années en arrière et les ressources de l'année précédente, comme on a pu le voir sur les frais réels, par exemple, les frais de tutelle ou les revenus fonciers. Après, on a des dossiers pour certains qui tournent, ce qui veut dire que ces informations, on les a déjà en notre possession. Quand on a déjà une demande d'aide au logement qui est en cours, s'il y a un changement de logement, on va refaire une demande d'aide au logement, mais tout ce qui est ressources, on aura. Donc, on aura juste à enregistrer les nouvelles informations du nouveau logement et après, ça se calculera tout seul. Bien sûr, si vous n'arrivez pas à faire les démarches par le CAF.fr,
Parce que faut savoir que l'aide au logement, on ouvre le droit de l'aide au logement le mois de la demande pour les nouveaux logements, les nouvelles ouvertures de droit. S'il y a une continuité de droit, il n'y aura pas cet effet de date d'ouverture de droit. Mais si vous arrivez du coup pas à vous connecter pour faire les démarches, bien avertir la CAF, donc soit par mail, soit via mon compte, en indiquant que vous essayez de faire une demande d'aide au logement, mais vous n'y arrivez pas. Dans ce cas-là, on pourra prendre en compte la première manifestation, c'est-à-dire si le 29 juin, vous essayez, vous n'y arrivez pas, vous nous faites un mail en nous disant on n'y arrive pas et que réceptionne une demande d'aide au logement en juillet, on pourra prendre en compte le mois de juin. C'est bon pour vous? Alors, les bons réflexes du partenaire pour prévenir les erreurs de l'usager. C'est compliqué, hein, Donc, la vie de l'usager évolue, sa déclaration aussi. Donc, lorsque l'usager déclare des changements à d'autres organismes, soit France Travail, la CPAM, le conseil départemental, le CCAS, il doit le faire en même temps à la CAF. Il faut qu'il adopte le bon réflexe, CAF.fr, l'appli, mon compte, venir en EMS s'il a des difficultés, mais il faut qu'il signale. Donc, je l'oriente vers le CAF.fr ou l'appli mobile, parce qu'on sait que certaines personnes n'ont pas de poste informatique, mais bon, les applications mobiles, on le voit en poupe, pour déclarer donc les ressources ou signaler un changement, lui rappeler ses obligations déclaratives, lui expliquer les avantages. Donc, les avantages potentiels, c'est qu'une déclaration dans les temps permet de stabiliser le budget de l'allocataire. Et s'il ne déclare pas, la CAF ne peut pas étudier donc tous ses droits potentiels. Par exemple, s'il travaille, il peut prétendre à la prime d'activité. S'il cesse de travailler pour s'occuper d'un enfant de moins de 3 ans, la CAF ne tient pas compte de ses revenus dans le calcul de ses prestations. Donc ça peut avoir quand même recalcul de toutes les prestations en fonction de ces nouvelles situations professionnelles. Et je lui explique les risques. Les risques, comme on l'a dit, c'est tout ce qui a été payé par erreur doit être remboursé à la CAF, que ce soit une erreur de la CAF ou une erreur de l'allocataire. Et donc, si les informations du dossier de l'usager sont incomplètes, inexactes ou déclarées tardivement, les prestations peuvent être versées à tort. S'il n'y a pas de droit, il devra rembourser l'aide perçue. Et plus l'usager tarde à déclarer, plus la somme à rembourser peut être très importante. On a des cas régulièrement, certes, peu, heureusement, mais on a des cas où on se rend compte que 1 an ou 2 ans après, on a des versés à tort et les montants chiffrent très vite sur certaines prestations. Alors, je vais laisser la parole pour la présentation du CAF.fr et l'appli mobile, à moins que vous ayez des questions, avant que je donne la main à Anaïs. Oui, j'en aurais une. Dites-moi. J'ai connaissance d'une personne qui a pour seule ressource la hache. Elle se pose la question, est-ce qu'il faut qu'elle soit inscrite à France Travail ou pas pour continuer à bénéficier de son AH? Non, aucunement. Ah, parce que justement, la CAF lui demande d'être inscrite. Et elle touche que la hache. Elle n'a pas de Oui. RSA. Non. Je serais intéressée que vous m'envoyiez par mail peut-être le numéro allocataire qu'on puisse regarder. Normalement, D'accord. non. Ok. Après, le seul avantage qu'il pourrait y avoir, c'est au niveau de la, comment dire, de la situation professionnelle qui serait pas tout à fait la même. Je vous explique très rapidement. Quand on a une ouverture de droit à l'AH, on va indiquer à notre système informatique que la personne est donc handicapée. Si elle n'a pas d'activité, on est sur quelqu'un qui ne travaille pas, qui n'a pas de revenu de remplacement, qui n'a pas de pension d'invalidité, pas de rendaté, rien du tout. Oui. Donc, on va le mettre handicapé. Il a donc pas d'activité, il sera sur un calcul annuel. Actuellement, nous sommes en 2024, on va prendre ses ressources 2022. Si en 2022, elle travaillait, on lui dit à notre système informatique, il est handicapé. On va appliquer un abattement, ce qu'on appelle de 30% en fonction de son handicap.
Le seul avantage qu'il pourrait y avoir à être inscrit à France Travail, mais qui peut aussi avoir des inconvénients, parce qu'il me semble qu'il y a quand même une obligation de recherche d'emploi, des choses comme ça, c'est Ouais. que potentiellement, bon, soit il a travaillé dernièrement, il peut avoir un droit à l'ADA, à l'aide de retour à l'emploi, à l'ARE, excusez-moi, l'aide de retour à l'emploi, soit il est au chômage non indemnisé. Dans ce cas-là, effectivement, on va, ce qu'on appelle, nous neutraliser ses revenus 2 ans en arrière, c'est-à-dire qu'on va prendre aucun revenu d'activité ou de remplacement sur l'année 2022. Mais s'il touche la hache à taux plein, il n'y a aucune nécessité à être inscrit. D'accord. Et je Ok. rebondis sur cette question. Effectivement, on a Ouais. également des personnes qui nous ont dit que le fait de s'être désinscrits de la liste des demandeurs d'emploi, donc des bénéficiaires de l'AH, qu'ils avaient du coup perdu leurs autres prestations, notamment les APL, etc. Alors, j'aurais pas de nom à vous citer parce qu'on a déjà eu plusieurs cas et on n'a pas noté sur le coup. Mais du coup, voilà, on souhaitait avoir un complément d'information par rapport à ça parce que du coup, on voudrait pas donner de mauvais conseils aux personnes qu'on accompagne. Alors, ce sera toujours la même, entre guillemets, même problématique. Alors, tout dépend déjà si c'est des bénéficiaires AH ou RSA. Parce que RSA, effectivement, AH. ils ont une obligation. Oui. Ouais. Ouais, on est vraiment RSA, sur les bénéficiaires de l'AH là. ouais, bénéficiaires AH. Alors, pareil, il faudrait voir la situation professionnelle qui potentiellement peut, suivant la situation professionnelle qu'on va indiquer, le calcul ne sera pas le même si on fait un abattement ou une neutralisation des revenus. Mais ça me paraît bizarre parce que normalement, alors sinon c'est que la situation professionnelle est mal codifiée. Ça, si vous avez des exemples, c'est pareil, je serais intéressée pour les avoir. C'est-à-dire qu'il faut, même s'ils sont radiés de Pôle emploi, ils, ben, oui, quoique non, ça que ça va. Faudrait que je vois des exemples. Mais normalement, je vois pas en quoi ça peut bouger l'aide au logement. Parce que le calcul Voilà, est il n'y a même pas une obligation d'être dans une dynamique de recherche d'emploi pour bénéficier de certaines prestations. En dehors du RSA, hein. en dehors du RSA, non. Merci. Ouais. D'autres questions? Non, c'est tout bon. Nouveau Charline Perrier de la FOL. En fait, j'aurais voulu que vous me confirmiez que la MVA est bien suspendue si il y a 0 € d'AH qui est versé. Il n'y a pas de versement de MVA s'il n'y a pas de versement d'AH, parce que j'ai eu la situation pour une dame qui a perçu de l'invalidité, enfin bref. Et en fait, du moment où elle n'a plus perçu l'AH, parce qu'elle était au-dessus à l'époque des 950 et quelques, elle n'a plus perçu sa MVA, qui était pour le coup le montant du complément de ressources, donc 179,31 €. Et donc, j'ai demandé plusieurs fois à la CAF et on m'a dit, bah non, 0 € d'AH, du coup, on ne lui verse pas la MVA. Et sitôt ensuite que sa situation s'est régularisée, où elle a touché ensuite en dessous du montant de l'AH, elle a touché 10 € d'AH. Tout de suite après, elle a touché 179 € à l'époque complément de ressources, maintenant MVA. Donc, je me dis, la différence, elle était infime, mais comme il y avait 0 € d'AH, ça lui a fait sauter ses 180 € alors que sa situation en termes de handicap, ça n'avait rien changé. Elle avait exactement le même handicap, mais elle a perdu en tout, elle a perdu 179,31 € sur plus d'1 an. Alors, à revérifier, parce qu'il me semble qu'il y a une subtilité si les personnes n'ont pas de droit à l'AH, mais ont un droit à l'ASI, à l'allocation supplémentaire d'invalidité. Dans ce cas-là, je crois qu'on peut, en forçant un peu notre système informatique, à verser, alors je ne sais plus si c'est le CRH ou si c'est la MVA, donc à revérifier. Mais effectivement, normalement, le CRH ou la MVA, alors le CRH qui a disparaître, hein, je ne sais pas si vous le savez, mais il est en voie de disparition d'ici quelques années là. Et en fait, c'est un complément à chaque fois de l'AH. Donc, s'il n'y a pas d'AH, bah, il n'y a pas de complément.
Ben oui, alors que Ouais. la dépendance reste la même. C'est ça qui est. Oui. Enfin, en termes de sens, ça n'a pas de sens réel en termes de compensation du handicap, si vous voulez. Oui, oui, je suis d'accord. Mais Mais bon, malheureusement, c'est bien, la grande règle, c'est ça, c'est un complément à l'AH. Donc, s'il n'y a pas d'AH de verser, alors que ce soit pour diverses raisons, hein, il n'y aura pas de MVA ou de CRH de verser. Mais je sais qu'il y a une subtilité, alors je ne m'avancerai pas, mais à revoir. Et où, effectivement, je crois que c'est si l'allocataire, par contre, est bénéficiaire de l'ASI, il peut, sous certaines formes, bénéficier du. Alors, je ne sais plus, je crois que c'est le CRH. Mais on la note et puis on vous reconfirmera. merci. Ouais. D'autres questions? Je passe la main. Alors, hop, je vais basculer sur voilà, sur l'écran. Donc, voilà, pour vous faciliter la vie en tant que accompagnant, hein, souvent des publics, vous pouvez être sollicité par rapport à leur démarche et bien entendu, le CAF.fr est vraiment une mine d'informations déjà, et puis permet de faire énormément de choses, hein, tout ce qui est simulation, tout ce qui est demande. Ou remplissage de déclarations trimestrielles, bien sûr, c'est vraiment un outil incontournable. Et ce que je voulais en fait souligner, c'est le fait qu'il y a une page d'aide qui est intéressante. Donc là, j'ai encadré lorsqu'on est dans la partie allocataire. Vous avez en bas, dans le pied de page, en fait, un encart qui propose de l'aide pour les services en ligne. Et donc, du coup, on a, hop, elle va s'afficher, on a une page qui recense tous les services en ligne disponibles et la manière de pouvoir y accéder. Donc, hop, lorsqu'on est dans les allocataires en actualité, voilà, vous avez ce pied de page-là qui est disponible et il y a en fait le détail avec des tutoriels, avec des petites vidéos ou des supports de présentation, tout le détail sur comment faire les démarches en ligne et sur l'application mobile. Donc, c'est des supports qui sont quand même très utiles, qu'on essaie de promouvoir auprès des allocataires et qui permet de faciliter en tout cas les démarches auprès de la CAF. Et on a les mêmes dispositions pour les tuteurs également, avec un outil d'utilisation du compte tuteur. Et si on clique là sur les services en ligne, vous avez la possibilité de voir ce qu'il est possible de faire sur le site CAF.fr en tant qu'allocataire ou non allocataire et sur l'application mobile. Vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités, notamment sur le site, que ce soit dans les simulations de droits, dans la création de comptes ou dans la demande des prestations ou de documents, et puis dans tout le versant déclaratif. Donc à partir du moment où on est un allocataire et qu'on a son compte CAF.fr, il y a vraiment énormément d'actions possibles sur le site, et l'application continue à s'étoffer pour avoir, au final, l'objectif, c'est d'avoir vraiment les mêmes capacités d'usage que sur le site CAF.fr et l'espace Mon compte. Voilà, donc ça, c'était vraiment pour une petite information complémentaire. Voilà, donc il y a les liens dans le support, donc vous pourrez les retrouver à ce moment-là. Et puis, on a une toute petite vidéo qui présente l'application avec les différents usages. Alors, j'espère que vous allez entendre le son. Alors, je suis désolée, il y a de la publicité. Et voilà, vous me direz si vous entendez bien le son ensuite de la vidéo de présentation.
Attendez. Je ne sais pas si c'est normal, mais on n'a pas le son. Ah, donc ce n'est pas normal. Donc, merci de me prévenir. Alors, je vais ressortir du plein écran. Hop. Ça doit être dans les paramètres audio. Alors, je réessaye. Ouais, toujours pas. Ah, vous l'avez toujours pas, mince. Au pire, on peut lire ce qui est dit, c'est ce qui est Oui, écrit tout est en bas. sous-titré, effectivement. Donc, il y a les sous-titres. Bon, bah, Et on fera ça. voilà, bah, je suis désolée, effectivement, je vais la relancer comme ça. Et après, vous aurez accès aussi au lien pour pouvoir la consulter avec le son. Voilà, donc c'était vraiment une courte vidéo. L'intérêt, c'est la souplesse, hein, c'est de l'avoir toujours dans la poche. Donc c'est vrai que alors, tous nos publics ne sont pas équipés, bien entendu, mais on se rend compte quand même que c'est quelque chose de facilitant. C'est facile d'aller consulter les notifications. Justement des alertes de déclaration trimestrielle par exemple, ou sur le besoin de compléter une information pour la CAF. Et puis voilà, tout changement peut être facilement mentionné, communiqué à la CAF à travers l'application ou à travers le site. Pour finir, je rappelle que je pense que parmi les personnes qui assistent aujourd'hui à la présentation, je pense que beaucoup ont un accès CDAP, donc l'espace partenaire, hein, consultation
des données allocataires pour les partenaires. Il y a à l'intérieur une rubrique Contacter ma CAF, donc ça vous permet d'échanger avec la CAF. Alors je vous alerte, mettez bien le numéro allocataire s'il vous plaît dans le mail, histoire qu'on soit certain que vous parlez bien de l'allocataire, parce que nous, il n'y a pas toujours la mention en fait que vous écrivez à partir de tel ou tel dossier. Donc c'est vrai que pour retrouver d'allocataire, enfin le dossier pour lequel vous nous sollicitez, c'est un petit peu compliqué. Donc surtout, n'hésitez pas à bien remettre le numéro allocataire dans le corps du mail, dans l'explication de votre question. Et puis, donc, l'intérêt de CDAP, c'est que selon les profils, vous avez des fonctionnalités qui sont différentes, donc plus ou moins développées en fonction du profil. Donc là, j'ai mis l'exemple du profil T9 qui est notamment celui accessible par les tuteurs. Et voilà, il y a quand même beaucoup d'informations qui sont accessibles sur le dossier de l'allocataire, donc uniquement là, en tant que tuteur, sur les dossiers qui sont assignés par jugement à la personne en question, mais en tout cas, vous avez un certain nombre d'éléments qui vous permettent de connaître un petit peu la vie ou l'état de traitement administratif du dossier à la CAF. Et puis, alors, bientôt, on espérait sur juin, mais ce sera reporté peut-être plutôt sur la fin de l'année, il va y avoir un espace tuteur personnalisé qui va permettre d'avoir accès à un tableau de bord de tous les majeurs protégés, et puis une consultation plus détaillée du dossier allocataire, et puis également la possibilité de réaliser des démarches en ligne directement à travers cet espace. Voilà. Je rappelle aussi, je ne sais pas si vous la connaissez, mais en tout cas, c'est vraiment une adresse intéressante, celle qui s'appelle transmettre un document.caf 58. Cette adresse, elle vous permet d'envoyer des documents à la CAF qui va être automatiquement assigné dans le dossier CAF de l'allocataire. Donc ça permet de gagner du temps par rapport à un envoi papier, par exemple. Donc là, c'est pareil, il faut aussi identifier quel est l'allocataire concerné. Par contre, je vous alerte sur le fait qu'il ne faut pas dans le corps du mail qu'il y ait d'images. Donc, par exemple, une signature mail qui se met automatiquement, des petites images, des petites icônes qui sont dans vos mails à la base, vont empêcher notre robot de recevoir le mail. Donc c'est dommage parce que du coup le document ne peut pas être implanté sur le dossier de l'allocataire, mais sinon c'est vraiment une adresse qui fonctionne très bien, et je vous ai intégré un document Word à l'intérieur qui rappelle un petit peu justement les motifs d'usage. Donc on avait commencé à diffuser en mars 2023 voilà, il y a quelques préconisations pour que les documents soient bien reçus, mais ça permet vraiment d'intégrer sur le dossier de l'allocataire en moins de 48 heures, jour ouvré bien sûr, le document dans le dossier de l'allocataire. Donc ça permet vraiment de gagner du temps. Donc c'est une adresse qui est à destination des partenaires, elle n'est pas diffusée auprès des allocataires, puisque les allocataires, eux, ont la possibilité, à travers leur compte, de transmettre un document directement à travers l'application ou à travers le compte sur un ordinateur. Voilà. Et puis pour conclure, sur les contacts de la CAF, bien entendu, le service téléphonique, donc c'est une plateforme téléphonique qui est gérée par la CAF de Mâcon pour nous et pour l'ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc le 3230, sachant aussi que s'il y a besoin, quand vous accompagnez un public, une personne qui est particulièrement en difficulté de compréhension des démarches administratives, qui a besoin d'être très accompagnée, il est tout à fait possible de prendre rendez-vous, que ce soit par téléphone ou en rendez-vous physique, avec l'allocataire. Si l'allocataire le souhaite et en est d'accord, bien entendu, vous pouvez, ou une assistante sociale ou une personne en accompagnement peut tout à fait être présent pendant le rendez-vous, et ça permet parfois de faciliter la compréhension de l'allocataire. Donc ça peut vraiment débloquer des situations, parce que parfois des échanges par mail ou des questions qui peuvent arriver un peu par à-coup, voilà, ça peut prendre un peu de temps parfois pour débloquer une situation, alors que le fait d'être tous ensemble à échanger sur la situation et expliquer vraiment la situation, l'analyse,
la vie du dossier et comment est-ce que la CAF ou de quoi la CAF a besoin pour pouvoir régler la situation, ça permet vraiment de gagner du temps ensuite dans le traitement du dossier. Donc vraiment, n'hésitez pas à proposer aussi cela, de faire un rendez-vous qui soit téléphonique ou physique avec la locataire. Et une prise de rendez-vous peut tout à fait se faire sur lecaf.fr, que ce soit un rendez-vous physique ou téléphonique. Et puis pour conclure aussi, eh bien, les France Services sont aussi des partenaires qui peuvent aider dans les démarches. Donc n'hésitez pas aussi à orienter auprès des France Services, même ne serait-ce que pour prendre un rendez-vous également ensuite auprès de la CAF.